Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. On parle de politique française avec Nick Payne. On n'en a pas beaucoup parlé au début de l'été. Puis là, il y a eu le débat de Joe Biden, catastrophique. Puis là, on a arrêté de parler de la France. Mais il se trouve qu'ils n'ont toujours pas nommé de premier ministre là-bas. Donc, on revient là-dessus avec mon ami et commentateur politique Nick. Bonjour, Nick. Salut Rémi, ouais, c'est une pièce de théâtre en fait qui se joue en France. Là, on vient d'apprendre il y a 2 jours que les Français n'auront pas de gouvernement, de nouveau gouvernement, en tout cas avant la fin des Olympiques. Ce sera ce gouvernement zombie de Gabriel Attal qui reste en place comme une sorte de gouvernement technique là, pour assurer la suite des choses, la marche des dossiers quotidiens là, et puis qui sera à pied d'œuvre pendant les Olympiques. On sait qu'il y a quand même un climat tendu du point de vue des risques en termes de sécurité. Alors, le ministre Darmanin, notamment, est toujours aux affaires, lui aussi, pour voir la bonne marche des choses dans ce dossier-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que après 2 semaines de tractations, de chicanes, de propositions qui n'ont pas fait consensus à l'interne, la gauche a fini par présenter sa candidate au poste de premier ministre. Elle s'appelle Lucie Castet. Personne ne la connaît. C'est une haute fonctionnaire, économiste, qui est désormais à l'emploi de la ville de Paris, là, qui est en charge des achats dans l'administration hyper dépensière, incidemment de gauche d'Anne Hidalgo. Et donc, cette annonce de cette candidature, c'est une candidature informelle. Il y a rien qui oblige le président Macron à automatiquement nommer cette première ministre. Alors justement, l'annonce de cette candidature est survenue à peu près 1 heure avant une entrevue télévisée d'Emmanuel Macron, dans laquelle Macron a tout simplement rejeté du revers de la main la candidature en disant « Moi, je suis président, je suis garant d'une certaine stabilité pour la suite des choses et je vais attendre que quelqu'un me propose un premier ministre et une coalition de gouvernement qui peut fonctionner, qui a des chances de durer plus qu'une demi-heure, en fait. C'est ça la question ici. Et là, c'est intéressant parce qu'en effet, et c'est là que la pièce de théâtre intervient, c'est que depuis les minutes suivant le 2e tour du vote, début juillet, Jean-Luc Mélenchon d'abord, puis le reste de cette coalition de gauche très disparate, s'emploie à dire le pouvoir nous revient de droit, nous devons gouverner et appliquer notre programme, tout le programme, rien que le programme, mais entièrement le programme. C'est à peu près ça les mots de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est en fait un grossier détournement de sens du vote qui a eu lieu lors des premiers et second tours de cette élection, parce que les gens ont voté pour des candidats qui étaient favorisés par le désistement d'autres candidats et pour cette coalition de gauche un peu hétéroclite, également pour des candidats du centre. Pourquoi? Pour faire barrage au Rassemblement national, pas pour voir le programme de la gauche appliqué, pas du tout en fait. Une minorité d'entre eux sans doute, mais pas loin d'une majorité. Puis par ailleurs, la majorité relative actuelle de cette coalition de gauche au Parlement est extrêmement mince et c'est la raison pour laquelle, en fait, elle est historiquement mince. On n'a jamais vu un équilibre tel entre les forces en présence à l'Assemblée nationale. Ce qui fait que, et puis les autres partis l'ont déjà annoncé, le Rassemblement national notamment, dès qu'ils commenceront ou qu'ils commenceraient à gouverner, ces gens de la gauche, ils se feraient renversé, en fait. Alors, Macron, sur celle-là, a totalement raison. C'est-à-dire que lui ne peut pas passer son temps à nommer des premiers ministres pour faire plaisir aux uns et aux autres. Et Jean-Luc Mélenchon et la gauche le sait très bien. En fait, depuis 2 semaines, la gauche s'emploie, au fond, à s'assurer de ne pas réussir à être au pouvoir. On pense à la présidentielle de 2027. En fait, on place ses pions. On veut montrer que Macron est bien méchant, on veut montrer que nous sommes la solution, mais en aucun cas, moi je pense, la gauche croit réellement qu'elle va gouverner bientôt, même si actuellement, elle déchire toutes les chemises possibles et imaginables pour expliquer que M. Macron est antidémocrate et le reste. Tout le monde voit bien qu'il n'a pas de choix.
Emmanuel Macron. Il ne peut pas nommer un gouvernement de gauche comme ça. Je dis de gauche parce que c'est en principe la coalition de la gauche qui est arrivée en avant, mais alors que les Français ont globalement voté à droite. Alors bref, c'est à suivre, c'est très intéressant et c'est sans aucun doute une pièce de théâtre. Oui, puis ça, on s'y attendait. Les Français font toujours dans les coups d'éclat et dans le drame, la tragédie. Hein, on attire tous les regards vers nous. Puis d'ailleurs, il y avait beaucoup de gens, moi le premier, qui s'étaient sentis un petit peu désabusés au lendemain du deuxième tour en se disant tout ça pour ça. On a pensé qu'il y allait avoir un changement et là, finalement, on revient quelque part au point de départ. Moi, je veux t'entendre par contre sur l'expression que tu viens toi-même d'employer, détournement de sens. Il y a aussi détournement démocratique. Tu as beau dire que Emmanuel Macron fait bien de ne pas accepter n'importe quelle proposition de la gauche parce que la gauche pense qu'elle est arrivée en tête alors qu'elle ne l'est pas. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, tu déclenches des élections avant les Jeux olympiques. Là, tu ne nommes pas de premier ministre parce qu'il y a les Jeux olympiques. Ça commence à sentir un petit peu l'abus de pouvoir, là. Oui, le problème, c'est tout à fait possible d'avoir ce point de vue parce que c'est bien ce qu'on a sous les yeux. Quelqu'un qui gagne, je parle d'Emmanuel Macron, qui gagne du temps et qui semble chercher à reproduire sa majorité précédente, au fond. Hein. Oui. Le problème, c'est qu'en même temps, il a raison. C'est-à-dire que pourrait-il faire d'autre? C'est ça la question qui se pose. Il pourrait toujours essayer de lui-même forcer l'apparition d'une coalition du centre, mais c'est vrai que le contexte est particulièrement compliqué. Bon, 2 semaines rendues au point où on en est, est-ce que ça change grand-chose? J'attire ton attention sur un autre élément aussi dont on a moins parlé, c'est que ce fameux front républicain, en principe, hein, qu'on appelait autrefois cordon sanitaire, enfin, ce bloc, ce front anti-Rassemblement national, parce que le Rassemblement national, ce serait la fin du monde et l'extrême droite, ça ne vient pas d'Emmanuel Macron, cette stratégie-là. Macron a laissé filtrer dans les médias, à travers une entrevue avec son père, l'idée que, en fait, lui, il était prêt à ce que Jordan Bardella du Rassemblement national obtienne les clés de Matignon, c'est-à-dire du gouvernement. Macron disait dans un entretien à son père, selon son père, hein, il disait « Vaut mieux qu'un gouvernement du Rassemblement national tout de suite que la présidence à Marine Le Pen dans 3 ans. » Lui, il était prêt, au fond, à prendre acte de la nouvelle donne politique. Macron, son argument, lui, c'est que l'Assemblée nationale, telle qu'elle se présentait il y a quelques semaines, ne représente plus la réalité politique française et qu'il fallait donc la dissoudre pour permettre, dans les faits, au Rassemblement national d'occuper plus d'espace et peut-être d'être au gouvernement. Bon, là, Gabriel Attal et la classe politique traditionnelle a décidé de jouer le Front républicain contre le Rassemblement national. C'est ce qui a un peu perverti le résultat de l'élection, ce qui fait qu'on se retrouve, les Français se retrouvent dans une situation où ils vont avoir, dans le meilleur des cas, une coalition allant quelque part entre les socialistes jusqu'aux républicains, disons, modérés ou plus traditionnels, canal historique, comme on dit, là, ce qui va donc ressembler au gouvernement précédent. Puis là-dessus, on voit bien toutes les contradictions et les insuffisances d'Emmanuel Macron, mais en même temps, à ce moment-ci, en tout cas, c'est difficile de dire comment il pourrait faire autre chose que ce qu'il fait déjà. Ben, c'est qu'il n'était pas obligé d'aller vers la dissolution de l'Assemblée. La dissoudre. C'est ouais, ça, la dissolution, moment où, ouais. Ben, en fait, il est vulnérable et très critiquable. Au lendemain des élections européennes, je veux dire, c'était un choix qu'il avait, mais il n'était pas obligé de le faire. Les élections européennes, c'est pas les élections en France. Hein? C'est les élections à travers l'Europe. Donc, il a décidé d'aller de l'avant. Il n'y a pas de conséquences mécaniques des élections européennes sur la politique, l'échiquier politique français. En même temps, Macron, il a le droit de faire ça. Et puis, il savait que son gouvernement tomberait relativement bientôt aussi. Là. C'était très, très possible, ça. En septembre, on parlait d'une motion de censure qui s'en venait. Donc, je suis prêt, moi, à critiquer Emmanuel Macron de toutes sortes de façons, mais ici, il faut reconnaître qu'il a agi en fonction des prérogatives qui sont les siennes. Après, est-il plutôt narcissique? En tout cas, on a salué l'élection de ce président qui voulait une certaine verticalité, Emmanuel Macron, il y a quelques années. Alors, il se comporte comme ça à l'heure actuelle. Je suis obligé de le dire.
Oui, des relents de François Mitterrand, d'une certaine façon. Tu veux nous parler de... Ça, c'est une affaire assez fascinante. C'est le premier ministre Justin Trudeau qui est en vacances, qui se promène sur la plage à Tofino. Et quelques jours après l'attentat contre la personne de Donald Trump, il semblerait que l'équipe de sécurité du premier ministre du Canada ne soit pas vraiment sur le qui-vive, là. Ouais, alors on n'était pas supposé savoir que c'était à Tofino, hein. On savait que Trudeau prenait une semaine de vacances en Colombie-Britannique, qu'il payait ses frais de voyage, mais qu'il mobilise l'avion du gouvernement pour des questions de sécurité. On le comprend, là, ça va de soi, surtout dans le contexte actuel, j'ai envie de dire. Mais de toute façon, est-ce que le premier ministre s'en irait en vacances tranquillement en classe économique avec Monsieur Tout-le-Monde? Bon, ça ne tient pas debout. Donc, évidemment, il allait de soi que Trudeau soit escorté par les services de sécurité canadiens jusque dans ses vacances, et qui sont donc à Tofino. Tu te souviens, c'est là où Trudeau était allé faire du surf lors de la première journée nationale de vérité, réconciliation, je ne sais plus comment on l'appelle, là, qu'il avait lui-même instauré. Très beau timing, oui. Ça avait été très, très mal vu. C'était à l'époque, disait-on, pour essayer de sauver son couple. Bon, aujourd'hui, il y est en célibataire désormais, si je comprends bien, ou en tout cas, je ne sais pas exactement comment. Mais donc, il y a ce journaliste, anciennement de Rebel News, qui est aujourd'hui d'un média qui s'appelle Counter Signal, qui existe partout au Canada, sauf au Québec, évidemment, très anglophone. Et ce type a réussi à pourchasser, à retrouver Trudeau sur la plage là-bas et à le harceler de questions pendant une dizaine de minutes, une douzaine, à peu près d'une quinzaine de minutes, de questions qui relèvent pas mal de cette espèce d'esprit paranoïaque, complotiste qui anime certains médias de ce genre, qui ne seront pas toujours, surtout tout le temps, mais qui enfin jouent un peu dans ce film-là, là, le film du complotisme. Mais moi, ce que ça m'inspire, c'est deux choses. Oui, comment se fait-il qu'encore une fois, les politiciens canadiens, hein, on se souvient de Chrystia Freeland qui avait été apostrophé et qui avait dû se sauver dans un ascenseur, justement par un type là, fâché contre les mesures sanitaires. Il y a Mélanie Joly sur la rue Laurier, je crois, qui s'est fait invectiver par, est-ce que c'est un militant pro-palestinien? Je n'en suis pas certain, mais je pense que oui. Vraiment, le Canada fait un peu figure de club de cabane à sucre, là. Il faut qu'on protège, il faut que les Canadiens protègent mieux leur classe politique, je pense, surtout dans le climat actuel. Et l'autre réflexion que cette nouvelle m'inspire, c'est que moi, je suis en faveur de ce que des médias alternatifs apparaissent et viennent déranger le corridor central et les médias traditionnels établis de longue date. On le sait, on peut la paresse intellectuelle, le manque de moyens parfois, la bien-pensance, tout ça peut faire en sorte que dans les grands médias, on n'a pas toujours la meilleure information possible, pas toujours. Et de ce point de vue, c'est bien que la concurrence s'exprime. Le problème, c'est que à l'ère où nous sommes, où c'est très difficile de faire vivre des médias, qu'ils soient grands ou petits, ben, il faut trouver des méthodes pour exister lorsqu'on fonde un média indépendant. Et malheureusement, ce qu'on voit ici, c'est que la méthode payante, celle qui vend, celle qui fait du clic, c'est la méthode de la paranoïa et du complotisme. C'est dommage, mais le contexte actuel favorise qu'on s'engouffre dans ces avenues-là qui ne permettront pas une meilleure information à terme. Alors, je reviens à ce journaliste qui apostrophait Trudeau, par exemple, comme si il s'était caché en Colombie-Britannique, hein, et on explique sur la page de Counter Signal que les médias mainstream nous ont donc privés de cette information importante, hein, comme si c'était un complot. Mais non, c'est normal que le premier ministre se repose quelque part sans que quelqu'un vienne l'emmerder constamment et surtout en sécurité. Je comprends qu'on ne cache pas tout le temps, mais là, c'est une question de vie privée et c'était un peu normal. Mais là, tu as ce type qui arrive et qui agresse presque physiquement Justin Trudeau. Et tu le sais, Rémi, moi, je suis pas dans les admirateurs de Justin Trudeau, hein, pas du tout. J'ai beaucoup de griefs à lui faire. Mais là, ici, c'est pas de la personne de Trudeau dont on parle, c'est de l'institution, c'est du premier ministre. La personne qui occupe ce poste a le droit de vivre une vie en sécurité normale. Et donc, moi, je suis allé voir le site de Counter Signal et tu sais, Rémi, un peu comme c'est
gens qui prétendent faire de la politique autrement et qui finalement finissent toujours par faire à peu près la pire des politiques qu'ils dénonçaient eux-mêmes auparavant, ben, ces médias alternatifs qui prétendent faire de l'information autrement tombent souvent dans ce qui se fait de pire que les grands médias n'osent même pas faire, en fait, hein? C'est-à-dire, dans ce cas-ci, de la petite propagande un peu cheap sur fond de paranoïa et de colère. C'est dommage, ça ne fait pas bien paraître ce site-là, mais ça va lui valoir beaucoup d'argent. J'ai essayé de savoir à qui on avait affaire, mais quand tu vas sur la page de Counter Signal, il y a aucun onglet qui sommes-nous, par exemple, ou quelle est notre mission, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'onglets pour donner de l'argent à ça. Je t'en passe un papier. Alors, tout ça n'est pas très glorieux à mon point de vue. C'est pas une nouvelle réjouissante. Non, pas du tout. Puis au-delà, tu fais bien de le dire, je le sais, là, que t'es pas membre du Parti libéral du Canada. Ce n'est pas mon cas non plus, mais les gens ont besoin de vacances, puis ils ont le droit d'avoir des vacances, ils ont le droit de se promener sur une plage s'ils ont 2 semaines dans l'année où c'est ça qu'ils font, sans courir le risque de se faire sauter dessus par quelqu'un, de crinquer. Nick Payne, merci. Je pensais qu'on allait avoir le temps de parler de la chronique de Émilie Nicolas, la Claude Lévi-Strauss du boulevard Saint-Michel, mais ça va être pour une autre fois. Bye bye, Nick. Je te laisse l'expression. Parfait. Salut.